Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast. Ici Joël de l'Institut Neurosciences. Avant d'écouter cette synthèse, j'aimerais vous partager quelque chose de plus intime. Cet article ne m'a pas été demandé. Il ne répond pas à une polémique. Il est né d'une tension intérieure. Quand les méta-analyses sont sorties, puis lorsque les recommandations institutionnelles se sont précisées, j'ai ressenti à la fois de la compréhension et une forme d'inconfort. Compréhension parce que la rigueur méthodologique est nécessaire. Inconfort parce que je voyais se refermer un débat qui me semblait plus vaste. Alors j'ai pris le temps d'écrire, non pour défendre le neurofeedback, mais pour interroger le cadre dans lequel nous le plaçons. Ce que vous allez entendre n'est pas une réponse définitive. C'est une tentative de clarification et peut-être une invitation à déplacer légèrement notre regard. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet qui a l'air comme ça, très technique, mais qui cache en fait un débat absolument passionnant, le neurofeedback. D'un côté, on a la science officielle, si on peut dire, des grosses études, des méta-analyses, et puis des avis d'institutions comme la Haute Autorité de Santé qui, en 2024 et 2026, ont été très clairs. Prudence, l'efficacité n'est pas solidement prouvée. Et puis de l'autre côté, il y a le terrain. Les cliniciens, les thérapeutes, et surtout les familles, qui racontent des histoires de transformation parfois spectaculaires. Oui, Des enfants qui retrouvent le calme, des adultes qui arrivent à se concentrer. On a un vrai choc des cultures, en fait. c'est ça. Un fossé immense entre ce que les statistiques nous disent et ce que les gens vivent au quotidien. C'est exactement ça. Et ça nous amène à la question qui va nous guider. Est-ce qu'on est face à une méthode qui tout simplement ne marche pas, une sorte d'effet placebo un peu sophistiqué, Ou alors, ou est-ce que le problème est plus profond? Est-ce que nos outils scientifiques, aussi rigoureux soient-ils, posent la mauvaise question au neurofeedback? On va essayer de démêler tout ça, pas pour la polémique, mais pour y voir plus clair. Alors commençons par le début. Quand on lit que les essais contrôlés randomisés ou les méta-analyses peinent à prouver l'efficacité, qu'est-ce qu'on évalue au juste? Qu'est-ce que ces outils regardent vraiment? c'est le point de départ de tout le malentendu, je crois. Ces outils sont des instruments incroyablement puissants, mais ils ont été forgés pour un usage bien précis. Évaluer un médicament. Ah oui, Le modèle est simple, il est clair. On prend un protocole standardisé, la même pilule pour tout le monde, on l'administre à un grand groupe et on mesure un effet moyen sur des scores précis en comparant avec un placebo. une logique de one size fits all, en fait. On cherche une réponse unique, un chiffre, qui nous dit si en moyenne ça marche ou pas. Exactement. La question posée par ces études, c'est est-ce que cette intervention standard produit un effet moyen statistiquement significatif sur ce symptôme précis? D'accord. Et il faut le dire tout de suite, dans ce cadre-là, avec cette question-là, la conclusion de la Haute Autorité de Santé elle est parfaitement logique et cohérente. Elle fait son travail. Elle fait son travail avec la rigueur qu'on attend d'elle. Le problème, c'est pas la réponse qu'elle donne. Le problème, c'est de savoir si la question était la bonne pour évaluer un processus d'apprentissage. Mais alors comment on en est arrivé là? Pourquoi on a plaqué ce modèle pharmaceutique sur quelque chose qui relève de l'apprentissage? Ça semble un peu comme utiliser les règles du foot pour arbitrer un match de basket, non? C'est une excellente analogie. Ça ne s'est pas fait en un jour, évidemment. Il y a eu un glissement, progressif, presque invisible. Pour le comprendre, il faut remonter un peu dans le temps. Allons-y. Dans les années 60, on ne parlait pas de neurofeedback, on parlait de biofeedback. L'idée était beaucoup plus large, plus holistique. Biofeedback, c'est-à-dire le retour d'informations du corps de n'importe quelle fonction du corps. La respiration, les muscles. Précisément, on pouvait apprendre à réguler sa tension musculaire, son rythme cardiaque, sa température. Le cerveau, avec son signal EEG, n'était qu'un signal parmi d'autres. D'accord. Il faisait partie d'un écosystème global, le corps. Mais petit à petit, le centre de gravité s'est déplacé. Le signal cérébral est devenu la star. Il fascine, il a l'air d'être le grand centre de commande. Le PDG de l'entreprise. Voilà. L'idée s'est installée que si on pouvait hacker le cerveau, tout le reste suivrait. Et j'imagine que des tendances culturelles et médicales plus larges ont aidé à mettre le cerveau sous les projecteurs comme ça. Tout à fait. Deux phénomènes ont été déterminants. D'abord, à partir des années 80, l'institutionnalisation du TDAH dans les manuels de psychiatrie, le fameux DSM-3. D'un coup, on avait un trouble clairement défini, localisé dans le cerveau, un organe qu'il fallait corriger. Ah oui, Et en parallèle,
On a vu l'ascension fulgurante de l'evidence-based medicine, la médecine fondée sur les preuves, Qui partait d'une bonne intention. d'une excellente attention de rigueur, mais ça a fini par imposer l'essai contre les redomisés comme l'étalon d'or, la seule preuve quasi acceptable. Du coup, le neurofeedback, pour exister scientifiquement, a dû se plier à ces règles du jeu. Il s'est retrouvé piégé. Il s'est retrouvé piégé dans un costume qui n'était pas le sien. Je vois. Donc ce n'est pas juste que le neurofeedback est apparu comme ça par magie. C'est toute notre culture qui a commencé à voir le cerveau comme un ordinateur à pirater et le TDAH comme le bug à réparer. Ça a créé le cadre parfait pour cette approche très ciblée. Vous avez parfaitement saisi. Et, il faut être honnête, ce cérébrocentrisme, cette focalisation sur le cerveau, a eu des effets positifs. Ah oui, On a énormément appris sur les réseaux neuronaux, les ondes cérébrales. Ça a donné une crédibilité scientifique au neurofeedback, une légitimité, notamment face à une approche pharmacologique parfois un peu systématique pour le TDAH. d'accord. Donc on a gagné en crédibilité, en légitimité scientifique, mais j'ai l'impression qu'on a dû laisser quelque chose d'important de côté en se focalisant autant sur le cerveau. Qu'est-ce qu'on a perdu en chemin? On a perdu le paysage pour ne regarder que l'arbre. Pendant que toute l'attention se portait sur le cerveau, eh bien le reste du vivant est passé à l'arrière-plan. Le corps, la respiration, la qualité du sommeil, la posture, le tonus musculaire. Tout ça. Tout ça est devenu du bruit de fond. Pire, dans le jargon scientifique, c'est devenu des variables confondantes. Des variables confondantes, c'est-à-dire des éléments perturbateurs qu'il faut éliminer pour bien isoler l'effet qu'on veut mesurer. Exactement. Pour être sûr que c'est bien le neurofeedback qui agit sur le cerveau, il faut neutraliser l'influence du corps. On a donc, méthodologiquement, isolé le cerveau de son propre corps pour pouvoir le mesurer. C'est un paradoxe immense. C'est ça. On a créé cette illusion tenace qu'on pouvait court-circuiter les conditions même de l'apprentissage en agissant directement sur le centre de commande. Mais ça paraît complètement contre-intuitif. On a tous cette image du cerveau comme le grand patron. C'est difficile de se défaire de cette idée qu'il suffit de reprogrammer le chef pour que tout le reste de l'entreprise suive. Et pourtant, c'est biologiquement faux. Le cerveau n'est pas un chef d'orchestre solitaire qui donne des ordres. C'est un organe profondément relationnel qui passe son temps à écouter et à répondre aux signaux qui remontent du cœur. Hmm. Un cerveau privé d'un corps bien régulé, stable et sécure est un cerveau qui ne peut pas apprendre correctement. Il est en mode survie. Attendez, je veux être sûre de bien comprendre. D'un côté, on a des études massives, plutôt anglo-saxonnes, qui disent statistiquement, ça ne marche pas de façon probante. De l'autre, vous citez une tradition scientifique européenne, française en particulier, qui serait plus ouverte à cette complexité. Le clinicien sur le terrain, il doit se sentir complètement schizophrène, non? C'est exactement le terme. Un malaise discret mais profond. Il est pris en étau. D'un côté, la culture dominante de la preuve, qui lui demande des chiffres, des moyennes, des protocoles. Et de l'autre? De l'autre, il y a toute une tradition, portée en France par des institutions comme le CNRS ou le Collège de France, avec des penseurs comme Francisco Varela ou Alain Berthoz. Qui, pour nos auditeurs, sont des figures majeures des sciences cognitives, connues justement pour leur travail sur l'importance du corps, du mouvement, l'idée que la pensée est incarnée. Précisément. Une tradition qui a toujours dit « Attention, on ne pense pas qu'avec son cerveau, on pense avec tout son corps ». Le clinicien voit bien dans sa pratique que cette vision systémique est la bonne, qu'un enfant se régule quand on travaille sur sa respiration et sa posture. Mais ces résultats? Mais ces résultats-là, concrets, ne rentrent pas dans les cases d'évaluation dominants. Il voit des choses qui marchent, mais il n'a pas les bonnes preuves pour le démontrer. Et on touche là à un des plus gros malentendus, je crois. Cette idée que le neurofeedback servirait à corriger le cerveau. On s'imagine qu'on va brancher des électrodes, repérer une fréquence anormale et la réparer, un peu comme on accorderait un piano. C'est une métaphore très répandue, mais elle est trompeuse. Un système vivant, qu'il s'agisse de notre système moteur, émotionnel ou attentionnel, n'apprend jamais parce qu'on le corrige de l'extérieur. Ah, Un système vivant apprend parce que les conditions de sa propre régulation deviennent possibles. Et ces conditions, avant d'être une affaire d'ondes cérébrales, sont d'abord et avant tout une affaire de corps. ça, il faut nous l'expliquer plus concrètement. Prenons un exemple qui parlera à beaucoup de monde. Un enfant en état d'hyperactivation chronique. Vu de l'extérieur, il est agité, inattentif. Mais regardons sa physiologie. Son tonus posturel est instable. Il est toujours un peu avachi ou, au contraire, rigide. Oui. Sa respiration est courte, haute, thoracique.
Son sommeil est agité, fragmenté, il ne récupère pas. Dans cet état-là, son cerveau n'est pas défaillant ou cassé, il est littéralement occupé à survivre. Son système nerveux autonome est bloqué en mode alerte. C'est l'image que vous donniez, c'est comme demander à quelqu'un de résoudre une équation complexe pendant qu'il court pour échapper à un lion. Exactement, c'est physiologiquement impossible. Son cerveau alloue toutes ses ressources à la gestion de la menace perçue. Lui demander d'apprendre à se concentrer, c'est un non-sens. Le corps n'est pas un décor, c'est la condition préalable à tout apprentissage. D'accord. On doit d'abord aider le corps à sortir de l'état d'urgence pour que le cerveau redevienne disponible. C'est une image très forte. Ça me fait penser que c'est vrai dans plein d'autres domaines. On ne peut pas demander à un employé d'être créatif s'il est terrorisé à l'idée d'être licencié. Le contexte physiologique et émotionnel prime toujours. En clinique, on le voit tous les jours. On reçoit des familles qui ont tout essayé au niveau cognitif. Les cours de soutien, les méthodes d'organisation, sans se rendre compte que l'enfant est en état de survie physiologique permanent. D'accord. Mais alors, si le corps est la condition préalable, quel est le rôle du neurofeedback dans tout ça? Si ce n'est pas de corriger, que fait-il au juste? Il change complètement de statut. Il cesse d'être un outil de correction pour devenir un amplificateur d'apprentissage. Un amplificateur. Oui, c'est un miroir extraordinairement fin et précis qu'on présente à un système nerveux qui est déjà en train de trouver le chemin de la stabilisation. Ah, d'accord. Quand le travail sur le corps, la cohérence cardiaque, la posture, la régulation du système nerveux autonome a commencé à créer un socle de sécurité physiologique, à calmer l'incendie, Mhm. à faire en sorte que le lion quitte la pièce, pour de bon, Voilà. alors à ce moment-là, le neurofeedback devient un guide précieux. Il peut aider le cerveau à prendre conscience de ses propres états de régulation et à les renforcer. Mais proposer le neurofeedback sur un système en alerte, c'est comme essayer de construire le premier étage d'une maison sans avoir coulé les fondations. On ne peut pas apprendre à se réguler sur un sol instable. C'est ça. Ce qui expliquerait pourquoi parfois la méthode semble ne pas fonctionner du tout, puis après un autre type de travail devient soudainement efficace. C'est une observation clinique fondamentale. Ce n'est pas une variabilité aléatoire ou magique, c'est simplement la preuve que l'outil a été proposé au bon moment, quand le système était physiologiquement prêt à apprendre et à intégrer l'information. Alors si on tire le fil, qu'est-ce que ça veut dire en pratique? Si on abandonne l'idée de corriger le cerveau de manière isolée, c'est quoi l'alternative? L'alternative, c'est une approche qu'on peut appeler la neurothérapie intégrative. Mais attention aux mots, ce n'est pas une nouvelle méthode miracle ou une marque déposée. C'est avant tout, et c'est le point le plus important, un déplacement de la question. C'est-à-dire qu'on change de point de vue. On change complètement de paradigme. La question de la recherche classique, celle des méta-analyses, c'est quelle technique agit sur quels symptômes? C'est une logique d'intervention ciblée, de cause à effet. D'accord. La nouvelle question, celle de l'approche intégrative, devient quelles sont les conditions minimales nécessaires pour permettre à un système humain de se réguler et d'apprendre durablement? Ce changement peut paraître subtil, mais il est absolument décisif. Ça change tout? On ne cherchait plus la pilule magique, qu'elle soit chimique ou technologique, mais on cherche à recréer un environnement interne, physiologique, propice à l'apprentissage. Tout à fait. Et dans cette nouvelle perspective, le neurofeedback n'est plus au centre du jeu. Il est situé, il n'est plus la star, il fait partie de l'équipe. Il prend son sens au sein d'un écosystème où le corps, la respiration, le sommeil, le tonus et les fonctions cognitives sont vus comme un système interdépendant. Aucun de ces éléments ne commande les autres. Ils se co-régulent en permanence. D'accord. Le cerveau apprend à se réguler parce que le corps retrouve des appuis stables. Et le corps s'apaise parce que le cerveau apprend à mieux gérer les signaux d'alerte. Ce qui nous amène, je crois, à une clarification de vocabulaire qui semble importante. Oui, elle est cruciale pour sortir de la confusion. Ce qu'on utilise dans cette approche intégrative n'est pas, à proprement parler, un neurofeedback isolé. Il serait beaucoup plus juste et précis de parler d'un biofeedback EEGKU intégré. Attendez, décomposons ça. Biofeedback, on a compris, c'est le retour d'informations du corps en général. EEGQ, ça veut dire EEG quantitatif, donc on se base sur des mesures chiffrées de l'activité cérébrale. Mais le mot-clé ici, c'est intégrer, c'est ça? C'est le mot qui change tout. Intégrer signifie qu'il n'est plus l'intervention principale. C'est une modalité, un outil parmi d'autres. Comme la cohérence cardiaque, le travail postural,
Exactement. Un outil qui est mis au service d'un processus systémique global. On n'intervient plus sur le cerveau. On donne une information supplémentaire à un système corps-cerveau qui est déjà en train de se réorganiser. Si je résume, on passe d'une logique de score à une logique de trajectoire. On s'intéresse moins aux moyennes d'un groupe et plus aux dynamiques propres à chaque personne. Oui, On apprend à valoriser des signaux faibles, comme une petite amélioration de la qualité du sommeil ou une respiration qui se pose, parce que ce sont les signes avant-coureurs qu'une régulation profonde est en train de se mettre en place. c'est ça. Bien avant que les scores d'attention sur un questionnaire ne bougent. C'est la définition même d'une approche clinique fine. On passe d'une science de la mesure statique à une science de l'accompagnement des processus dynamiques. Alors, après tout ce parcours, si on doit synthétiser, que retenir de tout ça? Comment conclure sans trahir la complexité du sujet? La première chose, et il faut insister là-dessus, c'est de ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain. La position de la Haute Autorité de Santé est logique et rigoureuse dans son cadre d'évaluation. D'accord. Quand on cherche une preuve de type médicamenteuse pour une intervention isolée, le neurofeedback tel qu'il est souvent présenté ne coche pas les cases. Et cette rigueur est saine. Mais il ne faut surtout pas s'arrêter à cette conclusion. Non, car le risque majeur serait de confondre cette cohérence méthodologique avec une vérité absolue sur le vivant. Le vrai danger, ce serait de fermer le débat en disant « Bon, la science a parlé, ça ne marche pas, fin de l'histoire ». Oui, ce serait dommage. Ce serait oublier que nos outils de validation, pensés pour la pharmacologie, sont presque aveugles aux capacités d'autorégulation, d'apprentissage et de transformation d'un être humain. L'humain n'est pas un protocole standardisé, l'humain n'est pas une moyenne statistique. Finalement, ce débat dépasse de très loin le cas du neurofeedback. C'est une question qui interroge notre science elle-même. Quelle place on accorde au corps, au ressenti, à la relation, à tout ce qui est complexe, mouvant et difficile à faire rentrer dans les colonnes d'un tableur Excel? C'est tout l'enjeu. On a parfois tendance à disqualifier ce qu'on ne sait pas encore mesurer avec les outils du moment. C'est un choix de société scientifique? Est-ce qu'on accepte que ces dimensions complexes fassent partie du champ de la science, ou est-ce qu'on préfère les ignorer parce qu'elles sont difficiles à quantifier? Et ça nous laisse avec une dernière pensée pour la route. L'enjeu, ce n'est peut-être pas de rejeter la rigueur scientifique, au contraire, ce serait peut-être d'aspirer à une science encore plus exigeante, encore plus ambitieuse. Une science qui aurait le courage de regarder la complexité de l'expérience humaine en face, au lieu d'essayer de la faire rentrer de force dans les petites cases de ce qu'on sait déjà mesurer. Merci infiniment d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, c'est que ce sujet vous touche profondément. Peut-être ressentez-vous, vous aussi, cette tension entre la rigueur des cadres scientifiques et la complexité du vivant que nous rencontrons chaque jour sur le terrain. Je ne conteste pas les décisions institutionnelles, je m'interroge simplement sur ce qu'elles mesurent et surtout sur ce qu'elles ne peuvent pas mesurer. Le neurofeedback n'est peut-être pas le cœur du débat. Ce qui est vraiment en jeu, c'est notre manière de penser l'apprentissage, la régulation et la transformation humaine. Si cet épisode a ouvert un espace de réflexion, plutôt qu'il n'a fermé une position, alors il aura rempli son rôle. Et maintenant, voici comment aller plus loin ensemble. L'article complet vous attend. Le lien est dans la description. Prenez le temps de le découvrir pour approfondir cette réflexion. Laissez un pouce si cet épisode a résonné en vous et dites-nous en commentaire d'où vous nous écoutez. Votre présence compte énormément pour nous. Abonnez-vous et activez la cloche pour être informé en premier de nos prochains partages. Et si vous pensez que cette conversation peut aider quelqu'un dans votre entourage, un collègue, un ami, un proche, partagez cet épisode. C'est grâce à vous que cette communauté grandit. Au nom de toute l'équipe, merci infiniment pour votre écoute et votre confiance. Le travail continue et nous sommes honorés de le poursuivre avec vous. Prenez soin de vous et à très bientôt pour un nouveau partage.